Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis dans les coulisses. Nous sommes en Vendée et en Vendée, on parle beaucoup de la Mojette, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la bière et il y a de la bonne bière avec notamment la brasserie Mélusine. On va rejoindre d'ici quelques instants Laurent Boiteau qui en est le dirigeant. Il va nous parler de son histoire, de la brasserie, de comment on fait une bonne bière, qu'est-ce qu'une bonne bière. Je vous conduis dans les coulisses, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Laurent Boiteau. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici en Vendée. Je le disais dans mon lancement, la Vendée c'est le pays de la Mojette, mais pas que. C'est aussi le pays de la bière maintenant. Exactement. Grâce à toi. On essaye. Et grâce à la brasserie Mélusine. Merci beaucoup, je le disais, de nous accueillir. On va rentrer tout à l'heure voir de plus près comment on fait de la bière, de la bonne bière. Ouais. On va prendre un peu le temps quand même que tu nous racontes ton histoire parce que tu es... pas du tout au départ issu du monde de la bière, c'est même à l'opposé de l'informatique. C'est vrai. Comment on arrive à reprendre une brasserie qui avait été elle-même reprise par ton père? Alors on dit que je viens pas du milieu de la bière, mais un petit peu quand même. En réalité, mes parents sont distributeurs de boissons à l'époque. Puis mon père part à la retraite, reprend cette brasserie qui était en liquidation judiciaire, qui était toute jeune, puisque la brasserie est née en 2001. Et moi, de mon côté, j'étais dans l'édition informatique sur Paris, dans une boîte d'informatique grand public. Et je cherchais à revenir dans la région, absolument rien à voir. Donc j'avais quand même un petit vernis culturel de ce que c'était que la distribution de la bière en tout cas. Ouais. Effectivement, je connaissais rien au produit. Et donc en janvier 2009, où j'arrive suite à une discussion avec mon papa qui me dit qu'il va revendre la brasserie, que c'est pas son métier, que c'est loin et que c'est quand même malgré tout compliqué. Et puis là, l'âge de la retraite. Et je me lance en janvier 2009 et j'arrive... avec le peu de connaissances que j'ai et j'apprends le métier au fur et à mesure. Quand c'est comme ça, tu es sur le tas et tu fais ce qu'il y a à faire. Je savais qu'il y avait un potentiel, sauf que tu arrives, il y a 3 ou 4 salariés, tout est gris, le matériel est vieux, la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc tu reprends tout de A à Z. Donc on est reparti, on a embauché un ingénieur en brasserie, on a acheté du matériel, investi lourdement. On a fait quelques années de trous avant d'y arriver. Et puis petit à petit, effectivement, tu augmentes la qualité du produit, tu commences à faire un peu de marketing, tu commences à rentrer dans les bars, tu commences à rentrer dans la GMS et puis la sauce finit par prendre. Quand tu as repris la brasserie, le chiffre d'affaires était de combien? 350 000 € à l'époque. Ok. Et aujourd'hui? Cette année, sur le groupe, puisqu'on a 2 brasseries supplémentaires, on va faire un consolidé vers 12 millions d'euros. Ah oui, donc en 10 ans? En 14 ans. Ouais, en 14 ans, en imaginant quand même que c'est sûr qu'en 2009, les bières artisanales, c'est pas connu. Les gens n'en veulent pas, on est obligé vraiment d'aller chercher les clients. Et puis en 2013, 2014, 2015, le marché s'est ouvert, on a parlé de plus en plus des bières artisanales. Et puis là, on a vraiment décollé. Alors c'est vrai, tu l'as dit, c'est un groupe parce qu'aujourd'hui, on est sur le site de la brasserie Mélusine, mais tu es le patron de New Beers, qui comprend la brasserie Parisis et la brasserie Saint-Germain qui est dans le nord de la France. Exactement. Cette stratégie, elle a été tout de suite identifiée dans ta tête de dire, voilà, il faut qu'on grossisse, ça passe par la croissance externe? Alors je l'ai pas identifié tout de suite. Au départ, je m'étais dit, on va faire grossir Mélusine et puis avoir des ambitions un peu plus que régionales. Ouais. Et puis en réfléchissant, tu dis, ouais, mais en faisant ça, on va finalement avoir la même stratégie que les très grands brasseurs. Est-ce que c'est utile et est-ce que c'est ce que les gens veulent? Aujourd'hui, on constate quand même que les gens cherchent à consommer local. Donc à un moment, on s'est dit, finalement, peut-être qu'il faudra avoir des brasseries par région et puis vraiment travailler localement la bière avec des matières premières locales le plus possible et puis un rayonnement commercial qui est lui aussi local ou régional. Ce que tu fais, on le verra quand on va rentrer sur le site de prod et on est sur du malt français, du houblon mi-français, mi-américain. Absolument. Et le plus possible, effectivement, tu vas chercher le... Ouais, c'est ça, tous les emballages en France, le plus possible de produits en France, le plus près possible. Combien d'hectolitres sur l'entité New Beers? Alors sur l'entité New Beers, on fait environ 50 000 hectolitres cette année. Ok. Moitié fût, moitié bouteille? Oui, moitié fût, moitié bouteille. Chez Mélusine, c'est un peu plus, on est dans les 55-60% de fût. Parce qu'on a vraiment un ancrage CHR qui est aussi lié à l'histoire familiale et à la distribution de bière dans les bars et les restaurants. Laurent, on a décidé de faire un tour du début pour voir comment on fait une bière, suivre la manière de faire. On est dans la malterie. C'est ça.
qui dit malterie dit malt. Oui. C'est quoi la répartition dans la bière entre le malt, le houblon, l'eau et les levures? En gros, tu comptes 15 à 20% de malt, entre 2 et 5% de houblon, un tout petit peu de levure et le reste, c'est de l'eau. Ok. Combien de tonnes tu utilises par an? Alors, de entre malt 500 et 600 tonnes par an ici. Ok. Et donc ici, c'est le stockage, mais derrière, vous voyez juste là, puis vous allez voir avec les images de Romain, on a un appareil qui permet de faire le concassage. C'est quoi concrètement le concassage du malt? Concrètement, on va venir écraser la graine parce qu'on a besoin d'aller récupérer des sucres, de l'amidon et des matières dans cette graine et qu'il faut qu'elle soit écrasée pour que l'eau puisse bien s'imprégner à l'intérieur de cette graine. C'est un produit donc, qui voyage, qui monte, qui va être après, on va le voir dans les cuves, qui va être mélangé, chauffé. Oui. Toute la partie qui n'est pas utilisée du malt. Ouais, elle est séparée et elle est donnée à des éleveurs qui nourrissent leurs bêtes. Qui donc retraitent nos éco-déchets, on va dire. C'était important pour toi d'avoir ce cercle vertueux? Ouais, c'est très important parce que zéro déchet ou en tout cas le moins possible. Pour des raisons pratiques, on ne peut pas stocker des tonnes de drèche parce que ça finit aussi par fermenter, à sentir mauvais. Donc on a besoin de s'en débarrasser. Et puis le principe de le donner et d'être en symbiose avec des éleveurs qui eux en ont besoin, ça donne du sens. Ok, et c'est raccord avec tes valeurs? Et c'est raccord avec nos valeurs, complètement. Donc deuxième étape, après le concassage des maltes, on a des cuves. On a 3 cuves identiques, 4000 litres, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces cuves-là? Alors, il y a plusieurs phases importantes. La première, d'abord, c'est le déversement. Donc, on va venir envoyer la mouture dans cette cuve. Et puis, on va asperger la mouture d'eau pour bien l'imprégner. Puis, on remplit la cuve avec la mouture et l'eau. On mélange et on fait ce qu'on appelle l'empâtage. Alors, l'empâtage, c'est vraiment pour humidifier la graine un maximum. Puis, on va faire des montées en température. On va marquer des paliers. À combien au max tu montes? 72 degrés. Ou 74 degrés. Ça dépend un peu des bières. Les paliers sont aussi liés à la quantité de sucre qu'on veut laisser dans la bière et au type de bière, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'à chaque palier, on va activer des enzymes qui sont présentes dans le malt et qui vont se mettre à découper l'amidon en sucre fermentissime. C'est ce qu'on appelle le brassage, la saccharification. Je transforme de l'amidon en sucre pour partir ensuite vers une fermentation. On a 3 cuves, donc elles sont faites volontairement pour avoir un cheminement. Exactement, c'est une sorte de marche en avant avec une première cuve qui sert à faire l'empâtage dont on vient de parler et la partie brassage. Puis on va faire la filtration. L'idée là, c'est de séparer les parties solides des parties liquides. Donc la partie solide, vous l'avez compris, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les drèches qui partent pour de la nourriture animale. Et la partie liquide, du coup, on obtient un mou sucré qu'on va envoyer dans la 3e cuve qui est la cuve d'ébullition. Alors non seulement l'ébullition, mais aussi l'amérisation avec les houblons amérisants qui vont rentrer en début d'ébullition dans la cuve. Puis une infusion en fin d'ébullition qui va nous permettre d'aller chercher des arômes avec les houblons, mais aussi avec des épices. Pourquoi pas des pétales de rose, du myrrhe, du miel. Nous, on met tout un tas de choses pour agrémenter un peu nos recettes. 1 heure de feu, l'infusion, on passe sur la cuve du dessous qui va nous servir à séparer encore les petits déchets, là, les restes de houblon, les protéines qu'on a créées pendant l'ébullition. On récupère le mou clair, on passe par un échangeur, on refroidit le mou à 25 degrés, puis on part en cuve de fermentation. Ces cuves, elles ont l'air neuves, brillantes. On l'a dit, il y a eu des années compliquées au début quand tu as repris. Maintenant, ça tourne plutôt bien. Les investissements ont été assez lourds. Je lisais des fois 3,8 millions d'investissements. Qu'est-ce qui coûte le plus cher dans une brasserie? Si on regarde un peu les choses, ici, sur l'outil de brassage, ça devait être à l'époque à peu près 1 million d'investissements. On a probablement au moins la même chose sur l'outil d'embouteillage, encore la même chose sur l'outil d'enfûtage. Le bâtiment, la cuverie, ça va très très vite. Et plus on grossit, plus on a besoin d'investir lourd. Là, on voit que les machines, elles tournent toutes seules. On voit aussi tes équipes qui sont présentes. Il y a combien de personnes qui travaillent là sur le site, ici en Vendée? Alors, en production, ils sont 10. On a une personne à la com, 3 personnes en logistique, 2 filles au bureau, puis moi. Puis après, la structure commerciale, elle est hébergée par le groupe New Beers. Donc, on les considère sur une autre structure. Je vois, vous allez le voir avec les images de Romain, il y a des tuyaux. Beaucoup au-dessus de nous, derrière nous. Je sais qu'ils ont une histoire particulière et un objectif particulier, ces tuyaux. Ouais, l'objectif, c'est d'optimiser et d'être bien meilleur en termes de rejet et d'environnement.
Ok. Donc on a isolé l'ensemble de nos tuyaux de vapeur, histoire de perdre beaucoup moins d'énergie. On a construit une station d'épuration, histoire de rejeter propre et pas être des pollueurs. On a investi dans un générateur d'azote qui nous évite d'utiliser trop de CO2 et de rejeter trop de CO2. On a mis tout un tas de choses en place, effectivement, pour que tout ça aille bien mieux. Et notamment sur la consommation d'eau, parce que tu disais qu'avant c'était 12 litres Oui. pour 1 litre de bière C'est ça. fabriquée, et maintenant tu es à 4,5. Aujourd'hui, on est à 4,5, on a bien optimisé les choses. Je crois qu'il y a des textes de loi dans les tuyaux qui devraient pouvoir nous permettre de réutiliser aussi nos eaux de rinçage pour les nettoyages. Et on pourrait descendre aux alentours des 3,5 litres, ce qui serait une super performance. Ouais. On a quitté les grosses cuves pour en retrouver d'autres, sauf qu'à l'intérieur, forcément, il n'y a pas la même chose. Qu'est-ce qu'on retrouve dans Alors ce là, cuve-là? Il y a quoi surtout correspondre? Ce qu'on voit, la PE 215, etc. Alors, on a un numéro de cuve, puis un numéro de lot. Et ce numéro de lot, il va suivre le produit jusqu'au verre du consommateur, puisque ce numéro de lot est gravé sur les bouteilles qu'on produit. Il est aussi sur les fûts qu'on envoie dans les bars, et ça permet d'avoir une vraie traçabilité. Ok, combien de temps ça va rester dans le fût? Alors, on a une période de fermentation où les levures vont se mettre à consommer le sucre qui va durer entre une semaine et une dizaine de jours. Plus la bière est forte, plus c'est long, évidemment. Ouais. Et puis, quand on a plus du tout de sucre dans la cuve et on mesure physiquement la densité, on va mettre au froid et faire ce qu'on appelle la garde, qui peut durer entre une semaine et 3 semaines en fonction du type de bière qu'on va faire. Et là, pendant le froid, il n'y a plus de sucre à manger, les levures vont se mettre en sommeil, vont descendre gentiment dans le cône, se sédimenter. Et ça va nous permettre, avec le tir au clair, de récupérer la bière sans levure pour repartir vers un transfert, puis une mise. Et puis les levures, on va en récupérer une partie pour réensemencer d'autres bières. C'est-à-dire qu'on les réutilise, on a des générations de levures. Donc ici, avant d'arriver au fameux embouteillage et enfûtage, Ouais. on a quoi? Alors, il y a une centrifugeuse. Ouais. La centrifugeuse, c'est le principe d'un filtre, mais ça nous laisse plus de liberté. C'est-à-dire qu'on peut laisser passer plus ou moins de matière et donc plus ou moins de goût également. Okay. Donc on a choisi plutôt cette technologie-là plutôt que la filtration stérile ou la filtration sur terre qui fait beaucoup de déchets. Donc c'est centrifugation, puis flash pasteurisation. Alors l'idée c'est qu'on va faire passer la bière dans un fin tuyau avec de l'eau chaude autour, qui va nous permettre de réchauffer la bière à 75 degrés pendant une vingtaine de secondes, puis de la refroidir à nouveau. Alors ça a un extrême avantage, c'est que ça ne cuit pas le produit, ça ne l'abîme pas, mais surtout on élimine une éventuelle bactérie lactique qui est l'ennemi de la levure et qui pourrait contaminer notre produit. Même si dans notre process, et on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais évidemment en fin de fermentation, on a des prises d'échantillons avec des analyses PCR pour vérifier que la bière est correcte. Puis on en a une aussi avant la libération du produit, après la mise en bouteille. D'accord. Combien de bouteilles, je ne sais pas comment on calcule, si c'est à la journée, au mois ou à l'heure, mais combien de bouteilles ça traite? Alors, cette machine? Ici, on travaille à 4500 bouteilleurs sur la ligne. Okay. Et on touche pas du tout au produit, contrairement à nos débuts où on était 4 ou 5 pour faire l'embouteillage. Aujourd'hui, ils sont 2, mais surtout, ils ont changé de métier. Il n'y a plus de TMS, il n'y a plus de port de charge. L'idée, c'est que le métier maintenant, c'est d'alimenter les machines, de régler les machines, de les caler et de s'assurer que tout se passe bien jusqu'au bout. Aujourd'hui, le temps qu'on arrive au fût, les canaux de distribution des bières du groupe New Beer, c'est quoi? Alors, c'est principalement le CHR via des grossistes, type réseau C10, France Boisson ou des réseaux indépendants d'ailleurs, des entrepôts indépendants. Qui vont venir acheter nos fûts et les servir dans les bars, les cafés, les hôtels, les restaurants. Donc ça, c'est la plus grosse partie de l'activité. Ensuite, on a la GMS avec des référencements régionaux par brasserie. Et puis, on a aussi un canal de cavistes qui vendent aussi des fûts pour les festivals, pour les assos, les clubs de sport, etc. Et puis quelques bouteilles. On a vu l'embouteillage, l'enfûtage, on l'a dit, c'est aussi 50% du chiffre d'affaires. Oui. Là aussi, tout est automatisé. Tout est automatisé. C'est des fûts de combien de litres? Alors, on travaille avec du 20 litres pour toute la partie CHR, les bières de spécialité, et 30 litres pour la partie festival associative. Ils ont besoin de contenants un peu plus importants. Mais l'idée, c'est que le 20 litres, c'est aussi moins lourd et plus facile à manipuler. Ouais. Tout à l'heure, on était sur 4500 bouteilles heure. Ouais. Là, les fûts, c'est la métrique, c'est quoi? On travaille à 120 fûts à l'heure. Ok, on a vu l'embouteillage, on a vu l'enfûtage, on a vu les cuves, on a parlé d'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à venir sur la partie vraiment
matériel ou logistique pour le groupe New Beers? Ouais, alors il y a plusieurs choses. D'abord, on va compléter notre parc de fûts, puisqu'on va acheter 15 000 fûts cette année supplémentaires. On va faire rentrer de la nouvelle cuverie, puisqu'on a aussi besoin de s'adapter à la montée des volumes. Donc plus de stock de bière finie, on va dire. On va améliorer notre outil de brassage pour pouvoir brasser toutes les 2h30 plutôt que toutes les 3h30, pour permettre aussi de brasser plus dans une journée et avoir des horaires plus raisonnables. Okay. Et puis il y a la partie stockage qui commence à nous manquer cruellement, donc on va investir dans le foncier, construire un bâtiment de logistique pour être un petit peu plus à l'aise. À proximité de... Ouais, juste à côté. Ouais, ok. On va au bar? On va au bar. On va au bar. Laurent, on termine notre visite dans le bar de la brasserie Mélusine. Très t'interroge. Quand on lit les articles qui te concernent, on voit effectivement beaucoup, on parle de la bière avec des produits 100% naturels, des investissements, de la manière de faire, etc. Mais on parle aussi beaucoup de ton côté rock'n'roll, que l'on sent bien ici. Vous allez voir avec les images de Romain, il y a Amy Winehouse, il y a Kiss, il y a Motorhead. Ouais. Ah ouais, je ne me suis pas trompé cette fois-ci, je pensais que c'était AC/DC. C'était important de mettre ton univers au sein ou au service de l'entreprise? Alors oui, c'est important, d'abord parce qu'on a des affinités avec la musique, mais aussi parce qu'on est partenaire du Hellfest, qu'on est partenaire du Festival de Poupée, que la musique fait aussi partie de notre environnement, de la convivialité de la bière également. Donc ouais, c'était important. Partenaire sous quel sens avec ces deux festivals, le Poupée et surtout le Hellfest qui est mondialement connu? Alors Poupée, on fournit l'ensemble de la bière du festival depuis de nombreuses années. Et puis Hellfest, on est fabricant de la marque de bière Hellfest et aussi partenaire du festival. Et puis on est sur un projet de construction d'un brewpub sur Clisson sur le site du Hellfest. Ok, merci beaucoup Laurent Boiteau, tu es le patron de New Beers dans lequel on regroupe effectivement la brasserie Mélusine, Parisis et Saint-Germain. Merci de t'être livré, de nous avoir fait visiter ton entreprise. On va, je l'espère, parce qu'il fait chaud, aller déguster. N'oubliez pas que l'alcool, c'est avec modération. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. Merci Laurent. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.